Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Bienvenue à tous pour cette fiche de révision sur la question du temps consacrée à sa définition. Définir le temps, c'est proprement définir l'indéfinissable. Qu'est-ce que le temps, demandait saint Augustin? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Fin de citation. Vous voyez, pour Augustin, le temps est indéfinissable. Mais il ajoute que pourtant, j'affirme hardiment, je le cite, que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas? Voilà ce que saint Augustin écrit dans les Confessions au livre 11, chapitre 14. Et il ajoute au livre 20, chapitre 26, que c'est une impropriété que de dire qu'il y a trois temps, le passé, le présent et le futur. Il serait sans doute plus juste de dire il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition. Le présent de l'avenir, c'est l'attente. Donc ce qu'on peut dire du temps à partir de la conception qu'Augustin nous propose, de la perception que nous en avons, c'est que le temps est un flux, un mouvement. Saint Augustin était un lecteur de Platon, mais peu importe, ici c'est à Aristote que nous pensons, même si saint Augustin ne le cite pas. Que dit Aristote sur le temps ? Aristote dit des choses tout à fait essentielles qui marqueront l'histoire de l'Occident quand il sera redécouvert au tournant du 2e millénaire, au XIIe et XIIIe siècle. Dans le livre 4 de la physique, en 11 219b1-2, Aristote dit ceci: « Le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. » Autrement dit, ce que nous propose Aristote, c'est une conception mathématisée et spatialisée du temps. Mathématisé parce qu'il fait référence au nombre et spatialisé parce qu'il le décrit dans les termes d'un avant et d'un après qui sont représentables géométriquement sur une ligne droite. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il renvoie à l'idée d'un mouvement, d'un passage, d'un changement qui s'observe objectivement, sinon par l'altération, la modification des choses, du moins par le déplacement de l'instant présent sur la droite du temps. Et c'est ça que souligne aussi saint Augustin dans sa définition du temps, même s'il n'a pas lu Aristote. Alors on pourrait discuter de savoir quelle est la bonne représentation du temps. D'ailleurs, est-ce que ce mouvement se décrit mieux par une droite ou par un cercle? Est-ce que le temps est linéaire ou est-ce qu'il est cyclique? Cette question est inséparable de questions éthiques et religieuses qui sont passionnantes. J'en donnerai quelques exemples. La droite, c'est celle d'une décadence depuis la chute qui tend à l'Apocalypse dans la Torah et dans la Bible, ou c'est la droite ascendante d'un avènement du surhomme, du cyborg dans le progressisme, dans le transhumanisme par exemple. Vous voyez, cette droite, on peut l'imaginer montante ou descendante. Quant au cycle, c'est celui des saisons dans le taoïsme en Chine par exemple, c'est celui de l'éternel retour dans la Grèce ancienne ou chez Nietzsche, c'est le cycle cosmique des renaissances dans les philosophies indiennes du Samkhya ou du bouddhisme. Donc on voit à travers ces quelques exemples toutes les implications anthropologiques, cosmologiques, religieuses et donc du coup aussi éthiques des conceptions du temps. Dans ces philosophies et religions anciennes, le temps avait une existence objective. Il en va tout autrement dans la modernité chez Kant, dans l'esthétique transcendantale de la critique de la raison pure. Le temps est une forme a priori du sens interne, c'est-à-dire qu'il est une condition subjective de la perception, antérieure à l'expérience sensible que nous faisons du monde.
Le temps n'est plus une donnée objective, il n'est plus hors de nous, il n'est pas dans les choses mêmes, mais il est en nous, il est subjectif. Le temps n'est pas un concept empirique qui dérive d'une expérience quelconque, dit Kant contre Aristote, évidemment. Le temps, cette forme a priori du sens interne donc, c'est ce qui nous permet d'ordonner le donné de la perception. Je cite à nouveau Kant, « Les idées d'espace et de temps ne sont pas des idées séparées ou distinctes, mais simplement les idées de la manière ou de l'ordre suivant lequel les objets existent. » Fin de citation, mais vous voyez où se situe le débat entre les anciens et les modernes. Il se situe sur la question de l'objectivité ou de la subjectivité. Alors vous aurez noté dans cette dernière citation de Kant que les idées de temps et d'espace sont rapprochées. Ce sont toutes les deux des idées de la manière ou de l'ordre suivant lequel les choses existent, mais ce rapprochement va souvent bien plus loin, puisque en réalité, et c'est ce que montrera Bergson, le temps, spécialement quand on se le représente spatialement sous la forme d'une droite ou d'une courbe, peu importe, le temps, c'est de l'espace. Entendez bien, le temps n'est pas de l'espace, mais nous le représentons illusoirement comme de l'espace. Et tous les faux problèmes de la métaphysique, dira même Bergson, viennent de cette conception erronée du temps. D'où l'effort de Bergson pour repenser le temps et le rendre à son expérience authentique. Cette expérience authentique, c'est le vécu de la conscience qu'on appelle la durée. Je cite Bergson. « Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Ce petit fait est gros d'enseignement, car le temps que j'ai à attendre n'est plus ce temps mathématique qui s'appliquerait aussi bien le long de l'histoire entière du monde matériel, lors même qu'elle serait étalée tout d'un coup dans l'espace. Il coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une certaine portion de ma durée à moi, qui n'est pas allongeable ni rétrécissable à volonté. Ce n'est plus du pensé, c'est du vécu. » Fin de citation, voilà ce qu'écrit Bergson dans l'Évolution créatrice, au chapitre 1, pages 9 et 10. On pourrait gloser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y en aurait beaucoup trop peut-être sur ce retour au temps vécu de la conscience. Et je pense à tout ce que Proust, en auditeur des cours de Bergson au Collège de France, a écrit sur ce sujet dans La recherche du temps perdu. C'est son œuvre magistrale et je vous invite à en relire quelques pages. Mais je ne vous quitterai pas sans vous laisser sur une petite méditation que nous propose le professeur Gerfagnon, Lucien Gerfagnon, qui écrit dans « Les dieux ne sont jamais loin », je le cite, « Chez Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité. Ultérieurement, chez Aristote, le temps est la mesure du mouvement. Plotin détermine un temps de l'âme, celui de l'éternité de l'un, avant même qu'existe un être quel qu'il soit, de sorte que l'éternité se dégrade dans le temps et que la conversion consiste en un retour vers l'éternité. Plotin dit que nous sommes amphibies, que nous vivons sur deux plans. Notre âme a une vocation spirituelle. Elle ne supporte que le bien absolu, elle n'est chez elle que dans l'éternité, celle de l'un absolu dont elle est l'image. Elle est cependant sollicitée instant après instant par ce corps qu'elle anime, par comparaison avec le temps que nous gérons. De même, nous aspirons au temps de la méditation ou de la réflexion, tandis que nous sommes absorbés dans les tâches contingentes du quotidien. Chaque âme est un point de tangence avec l'éternité. Fin de citation. Je vous quitte sur cette lecture de Gerfagnon, lecteur de Plotin, qui lui-même était un lecteur et un commentateur de Platon, vous l'avez bien compris. Je vous quitte sur cette méditation métaphysique dont vous percevez bien tous les enjeux éthiques et pratiques, quotidiens justement, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast des clés de la philosophie. Belle journée.